Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui en ce lundi 17 janvier pour donc une vidéo qui va être un bilan lecture. Effectivement, j'en suis arrivée à 6 lectures et demie et donc ben voilà, je me sentais prête pour vous faire ce bilan qui va donc être un bilan de mes toutes premières lectures de 2022 et autant vous dire tout de suite que c'est pas super folichon. Heureusement, c'est un peu monté en puissance sur la fin, mais le début, ça a été un peu compliqué. Bon, le mieux, c'est que je vous parle de tout ça, donc je vous invite à commencer immédiatement. Donc, je vous quittais l'autre jour, enfin, pas l'ancienne vidéo, dans le dernier bilan lecture, je vous disais que j'étais donc en train de lire La vertu du mensonge d'Hélène J. Simonsen. Donc c'est un des premiers thrillers norvégiens édités chez Gamester. Donc je vous disais que le début était pas super folichon, que c'était un peu mou et malheureusement ce sentiment est resté présent tout le long de cette lecture. C'est simple, c'est un thriller qui pour moi ne décolle jamais. J'ai toujours eu l'impression d'être aux prémices du roman, vous savez, ces premiers chapitres où on vous présente l'intrigue, mais ça ne décolle absolument jamais. Je ne me suis attachée à aucun des personnages, pas du tout attachée à l'histoire. En plus, on va être sur un jeu passé-présent un peu connu, voilà. Bon, il y a la disparition d'une jeune fille dans les forêts norvégiennes qui est mis en parallèle à l'arrivée d'une nouvelle maîtresse d'école qui va avoir une relation avec le flic en plus de la ville. Et justement, cette prof, elle a un passé. Alors, ce schéma-là, moi, je l'ai vu beaucoup, beaucoup trop de fois, voilà. Parce que c'est vraiment un schéma qu'on voit beaucoup, le frère ou la sœur qui, quand elle était jeune, est mort noyé. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup, beaucoup croisé dans les thrillers. Là, c'est le cas. Notre héroïne, sa sœur, est morte noyée quand elle était jeune. Donc, il va y avoir tout, bah, évidemment, un suspense de qu'est-ce qui s'est vraiment passé lors de cette noyade et quel rapport avec donc la disparition de jeunes filles, je crois qu'elles ont 15 ans, dans le présent. Même ce jeu passé-présent était assez mal foutu. La narration est très bizarre. Je sais pas, l'autrice a voulu donner un effet qui pour moi est tombé à l'eau. C'est le cas de le dire avec la noyade. Je sais pas, ça décolle jamais. Il y a même pas, je trouve, la mise en place peut-être d'une ambiance euh, polar scandinave, Norvège, qui aurait pu se mettre en place, qui n'est pas du tout mis en place ici. C'est ennuyeux, vraiment. Je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée à la lecture de ce roman. Comme souvent, ça arrive souvent, je tenais en me disant, allez, à la fin, il va y avoir la révélation fracassante, machin. Même pas, franchement, même pas. C'était bateau, quoi. Décidément, j'ai le champ lexical de la noyade, de l'eau. C'était bateau. Mais ouais, franchement, c'était surtout très ennuyeux. Voilà, je peux pas vous dire autre chose parce qu'on s'attache pas aux personnages. On se fout un petit peu de ce qui leur arrive. Du coup, bah, l'intrigue, elle est pas intéressante. Mis tout ça avec une narration pas trépignante. À aucun moment j'ai eu ce truc de page turner qui fait que tu y reviens avec beaucoup d'envie. Et voilà, moi honnêtement, je vais rester franche, c'est pas un thriller scandinave que je vous conseillerais. Franchement, il y en a eu des meilleurs dans le genre. Et voilà, alors c'est un primo-roman, c'était pas non plus une catastrophe, mais c'était vraiment pas tip-top pour moi. Ensuite, du coup, je suis partie. Je vais mettre une pause parce que là, voilà. Donc, je suis partie vers toute autre chose et j'ai donc lu un autre roman de cette rentrée littéraire de l'hiver. C'est Steglitz de Inès Bayard chez Albin Michel. Rappelez-vous, c'était l'autrice du Malheur du Bas qui avait eu son petit. Voilà, sa petite hype à l'époque, je me souviens. Alors, il va y avoir un gros problème avec ce roman, c'est que je n'ai rien compris.
Voilà, donc je pense que ma chronique va être assez rapide. Je l'a pas compris. L'a pas compris la fin. Malheureusement, les 2 copines enfin les 2 personnes que je connaisse qui l'ont lu, l'a pas compris non plus. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop là-dessus. Donc on est avec cette femme qui vit dans un quartier assez huppé d'Allemagne, donc le quartier de Zeglitz. Elle y vit avec son mari qui est architecte. Elle a une vie très spéciale, très ordonnée. Elle aime bien rester enfermée chez elle, passer ses journées à regarder la neige tomber à la fenêtre et à regarder son mari partir. Voilà, il part parfois des 2-3 jours. Et le roman commence justement où là, son mari est appelé à une conférence à partir 3 jours. D'habitude, elle le suit, elle aime bien le suivre dans certains de ses voyages, mais là, il ne peut pas, il doit y aller tout seul. Et donc, elle va être 3 jours toute seule, ce qui arrive assez rarement. Et pendant ces 3 jours, voilà, elle va sortir, elle va faire des rencontres un peu bizarres. On va partir dans un trip assez what the fuck, qui aurait pu avoir moult explications hyper intéressantes. Mais non, je n'ai rien compris à la fin. J'ai pas compris du coup le message. J'ai pas compris. Je peux même pas vous dire si on est parti vers du psychopsychiatrique, vers du ou du banal ou du je sais pas. Je n'ai pas compris la fin. Je recherche désespérément quelqu'un pour peut-être m'aiguiller. Alors, je vous dis assez souvent ici que il n'y a pas forcément besoin de d'avoir toutes les explications finales. Mais là, quand même, si on est tellement dans un trip mental de cette personne qui va vraiment vivre des choses de what the fuck, elle va partir vraiment dans un trip voilà, mental assez fort, que ben non, t'as quand même envie d'avoir une explication. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Moi, j'avais fait plein de suppositions par rapport à des scénarios que j'avais déjà vus. Aucun n'est arrivé et voilà, j'ai pas compris. Donc, je vais pas vous en parler plus que ça. En plus, c'était un roman qui est assez court, on est heureusement d'ailleurs, hein. Il fait 214 pages. Donc voilà, si toi là qui me regardes, tu as lu Stieglitz et que tu as peut-être un peu mieux compris que moi, pas forcément la fin, mais le message global de l'autrice avec ce personnage-là, je veux bien que tu... Alors, peut-être pas en commentaire pour pas spoiler, mais je veux bien que... Oh, j'ai l'étiquette de mon truc qui me gratte. Et oui, quand tu achètes un haut neuf au solde et que tu n'enlèves pas l'étiquette, ça gratte. Hop, je l'enlèverai après. Et du coup, voilà, je recherche désespérément quelqu'un pour m'expliquer ce livre. Donc, je ne vais pas vous en parler plus longtemps. Ça sert à rien. Parce que du coup, j'en ressors ultra mitigée. C'est normal. Voilà. J'espère que vous comprenez. Ensuite, j'ai continué donc les lectures. Après, je crois qu'il n'y en a plus. Oui, voilà, c'est le dernier de cette rentrée littéraire. Donc, je suis revenue vers Galmester et j'ai donc lu le nouveau Pete From, Le lac de nulle part, qui a d'ailleurs été la découverte pour moi de cet auteur que je n'avais jamais lu. Alors, globalement, ça a été quand même une bonne lecture. Euh, Plutôt une bonne première approche avec moi, avec cet auteur, même si je suis loin, loin, loin de ce que j'imaginais niveau force de la plume, force d'évocation des personnages, etc. Euh, je pense clairement que cette lecture a souffert pour moi d'une trop grosse comparaison avec David Van. Vous le savez, David Van, je surkiffe, j'aime vraiment ce qu'il me propose. Là, du coup, j'ai trouvé Pete From un cran en dessous. Je l'ai trouvé beaucoup moins jusqu'au boutiste que David Van, qui va, lui, vraiment dans ces scènes un peu glauques qu'on attend, que là, tu attends et qui viennent pas, mais c'est la façon de faire de Pete From, je suppose. Mais quand même, je garde quand même un bon souvenir de cette lecture. Donc, on est avec des jumeaux, ils ont la trentaine. Leurs parents ont divorcé, c'est un peu compliqué, ils voient pas trop leur père, même leur mère, ils la voient plus trop, ils ont chacun fait leur vie. Et là, leur papa les invite à venir faire un trip pendant un mois dans des lacs du Canada en canoë, parce que quand ils étaient plus jeunes, ils partaient souvent comme ça avec leur papa faire des expéditions dans la nature. Et voilà, ils répondent à la demande de leur papa. Donc ça va être un peu les retrouvailles entre déjà les deux jumeaux, entre eux, qui se voyaient, donc c'est une fille et un garçon, qui se voyaient
pas trop souvent. Et aussi, évidemment, les retrouvailles avec le papa. Et rapidement, les jumeaux comprennent que chez leur papa, il y a quelque chose qui va pas. Il a oublié du matériel, il a oublié carrément une tente sur les deux, il a oublié plein de choses. Voilà, suspicion d'Alzheimer qui arrive assez vite. Alors moi j'ai le titré, j'ai dit: «Oh putain, allez, on va encore nous parler d'Alzheimer». C'est vraiment la thématique à la mode en ce moment. Mais c'est fait sous un biais assez intéressant parce que c'est associé au nature writing, donc c'est quand même intéressant de la part de Pete Fromm. Et surtout, ce sera après associé à une autre thématique que là je vais taire parce que ça arrive un peu plus tard. Et donc voilà nos jumeaux avec leur papa qui partent comme ça. En plus, ils partent sans carte, sans GPS, sans rien. Le papa il dit: «Mais si, si, je sais sur quelle île exacte je veux aller», etc. Et puis évidemment, ben, comme le papa a un début d'Alzheimer, ils vont se perdre. Et ils vont non seulement se perdre, mais aussi un matin, pendant qu'ils vont bivouaquer, les jumeaux vont se réveiller et leur papa a disparu. Il n'a même pas pris ses affaires, il était en calbute, pieds nus, il a disparu dans la neige et il ne le retrouve pas. Et donc voilà, on va suivre les jumeaux dans ce... Non seulement ils sont paumés dans cette nature hostile du Canada où il commence à neiger, et leur papa a disparu. Et on va partir là-dedans. Après, on va partir dans une toute autre histoire. Ouais, j'ai surkiffé le premier et le dernier quart. Par contre, j'ai trouvé vraiment une grosse moitié centrale qui était très, très, très longue. Parce que on va partir comme ça, on va faire la bivouac, on traverse un lac, on rebivouac, on traverse un lac, on rebivouac et on est perdu et on rebivouac. Et ça dure, franchement, le roman, ouais, il fait 400 pages. T'as facile 200 pages comme ça et c'était long, c'était vraiment, vraiment long. Alors, je comprends que Pete Fromm a voulu nous montrer vraiment le désarroi de ces jumeaux qui sont perdus, qui ont froid, il n'y a plus rien à bouffer, le papa a disparu, machin. Mais c'était vraiment long, long, long. Il y a quelques petites révélations qui arrivent. Il y a vraiment des trucs intéressants qui auraient pu se mettre en place. Euh, voilà, c'est ça le problème. J'avais toujours en tête, je dis: «Ah putain, là, David Van, il sera allé jusqu'au bout du truc. Là, cette scène-là, dans la tente, David Van, il y serait allé». Et là, Pete Fromm, je sais pas, il ose pas, il n'a pas été jusqu'au bout. Bon, c'est peut-être je sais pas, une histoire de pudeur ou une histoire de qui veut pas rentrer dans du glauque comme le fait un peu David Van, hein, voilà, tout simplement. Et voilà, une fin assez intéressante. J'étais pas non plus sur le cul. Honnêtement, j'en ressors pas avec ce truc de waouh, c'est une grosse claque et un gros coup de cœur. C'était sympa, c'était une première chouette lecture pour moi avec cet auteur, mais j'irai pas plus loin. Voilà, franchement, c'était juste cool, des personnages intéressants, des thématiques intéressantes. Il y a vraiment un truc que j'ai bien aimé, un parallèle entre l'Alzheimer et un autre secret, et je trouvais que les deux c'était hyper intéressant. Après voilà, l'espèce de révélation finale, on la voit quand même arriver pas mal. Je l'ai supputé assez rapidement, donc je suis pas non. Voilà, j'ai pas eu c'est pas forcément une scène choc, mais j'ai pas eu de moment d'une intensité incroyable qui fait que j'en ressors avec vraiment le coup de cœur. Mais c'est quand même resté correct malgré ses longueurs. Je vous cache pas qu'il y a un moment donné, en milieu de roman, j'ai quand même lu en diagonale, j'en pouvais plus quoi. On monte la tente, on bivouac, on dort, on repart sur le lac. Ah, il neige, ça commence à arriver, on continue. Voilà, j'ai vraiment, voilà, il y a des moments où j'ai passé en diagonale. Mais globalement, on est sur une lecture qui est restée vraiment sympathique. Je répète, une bonne découverte pour moi de cet auteur. Si même, voilà, ça fait 3 4 ans que je veux le lire, donc forcément, t'as la barre t'as la barre de hype qui monte, quoi. Et j'ai pas non plus été surprise de ouf par rapport à l'histoire, à la narration, à l'écriture. Mais voilà, je pense que c'est un auteur que je retenterai. Pas tout de suite. Voilà, je suis pas, j'ai pas non plus envie d'y retourner immédiatement. On verra. Mais voilà, c'était juste une lecture sympa, des bons personnages mis en place. On est vraiment avec un trio sympathique. Donc voilà pour moi avec ce Pete Fromm. Ensuite, rappelez-vous, dans le book haul de la semaine dernière, je vous disais que donc à partir de maintenant, tous les lundis soirs,
pendant les lives Twitch, tous les lundis soirs, on faisait des petites LC de démarrage. Je sais pas comment les appeler, c'est-à-dire que pendant le Read With Me du lundi soir, on va commencer à chaque fois un livre ensemble. Je vous dis à chaque fois, une semaine sur l'autre, quel est le livre qu'on a choisi. D'ailleurs, je vais déjà vous en parler comme ça, ce sera fait. Sachez que pendant le Read With Me de ce soir, nous allons commencer ensemble l'énormissime intégrale des Rois Maudits. Regardez, j'ai mis le post-it. Donc ensemble, ce soir, pendant les 2 fois 45 minutes, on a décidé de lire, je crois, 72 pages. C'est ça, 72 pages qui nous mènent jusqu'à la deuxième partie, les princesses adultères. Voilà, tous les lundis, on essaiera de sortir des bouquins comme ça qui nous font un petit peu peur. Et je me dis, de les démarrer ensemble, peut-être ça pourra nous motiver. Alors après, voilà, à chacun de voir s'il continue sa lecture dans son coin, s'il arrête. Mais le but est en tout cas de le démarrer ensemble pendant ces Read With Me. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez, les Rois Maudits, et si vous n'arrivez pas à le sortir et que vous voulez peut-être tenter les 70 pages, eh ben n'hésitez pas, c'est ce soir. Je vous remets en barre d'infos le lien de la chaîne Twitch. Et donc je vous disais lors du book haul la semaine dernière que lundi dernier, on a donc lu ensemble ce tome 1 des enquêtes de Kay Scarpetta, post-mortem, Patricia Cornwell. Donc on l'avait commencé ensemble, moi je l'avais terminé à la foulée et franchement, je vais pas non plus vous en reparler pendant 10 caisses parce que moi, c'était une relecture. C'est le début, la mise en place de ce personnage de médecin légiste qu'est Scarpetta, la mise en place de tous les personnages qui évolueront autour d'elle tout au long de la saga. Donc on retrouve déjà Pete Marino, on retrouve sa nièce Lucie, on retrouve la secrétaire Rose, on retrouve aussi un petit peu déjà ici Benton Wesley, l'agent du FBI. Voilà, toute la clique qu'il y aura, tous ces personnages qu'on adore autour de Patricia Cornwell. L'enquête en elle-même, c'est pas forcément la meilleure de Kay Scarpetta, cette première. Mais voilà, c'est vraiment une mise en jambe. La mise en place du style Patricia Cornwell qui insiste beaucoup, beaucoup sur le côté scientifique et technique de ce métier de médecin légiste qui en plus elle est aussi flic finalement Kay Scarpetta parce qu'elle mène l'enquête avec donc son coéquipier Pete Marino. Donc voilà, c'est tous les rouages de ce système policier, judiciaire et politique en Amérique, voilà, la façon de faire en Amérique. Donc voilà, l'enquête, on commence gentiment, on est quand même avec un serial killer, basé sur une histoire, je pense, qui a déjà existé, un homme qui pénétrait chez des femmes par leurs fenêtres et qui les séquestrait, les attachait, les violait, etc. Je pense que il me semble que j'ai vu ça dans Esprit criminel. Donc voilà, on commence gentiment. Je sais que ça monte crescendo à partir. Alors, le deuxième, Mémoire morte, j'en garde pas non plus. D'ailleurs, je l'ai acheté du coup en. Je l'ai acheté en occasion. Voilà, j'ai le tome 2. Le tome 3, il est excellentissime. Il ne restera qu'aux poussières. Et après, le tome 4, Une peine d'exception. Le tome 5, Séquence des corps. Et le tome 6, La mémoire. La mémoire des corps, je crois que c'est ça. Non, La mort sans nom. Rien à voir. La mort sans nom. Pour moi, voilà, aller jusqu'au 6-7e, ça suffit. Mais en tout cas, voilà, vraiment, surtout la joie de retrouver tous ces personnages, le style impeccable de Patricia Cornwell. Et alors, je me rappelais plus que c'était parfois quand même. Voilà, on rentre vraiment, vraiment dans les détails de tout. En plus, bon, il faut remettre dans. Ça date de 90, donc il y a des choses maintenant qui sont vraiment passées. C'est le tout début, les prémices d'Internet, etc. Donc maintenant, ça fait un peu dépassé. Mais voilà, le style est quand même là. Je sais pas. En lisant ce tome 1, on comprend pourquoi elle a eu autant de succès. Patricia Cornwell, c'est carré, c'est. Et donc, je relirai bientôt Mémoire morte. Même si c'est pas mon préféré, je le relirai. Et je pense que je vais me commander rapidement le tome 3, 5, 6. Voilà. Et puis après, je pense que j'arrêterai là. Ensuite, donc heureusement, les lectures ensuite, bon, même si le Pit From, j'avais déjà passé quand même un bon moment de lecture, après ça a été quand même aussi assez chouette. J'ai lu La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac.
Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est le troisième tome. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu des poignards dans les sourires et Requiem pour un diamant. Donc, c'est le troisième tome où elle met en place ces enquêteurs-là. Mais honnêtement, ça m'a pas du tout gêné. Voilà, moi j'ai eu la quatrième de couve, ça m'a hypé de malade l'histoire de ce couple qui achète une maison et en faisant des travaux, le mari découvre le corps d'un enfant dans les murs de la maison. La police va venir immédiatement et refouillant un peu, on va trouver deux autres corps. Donc ce sont quand même trois corps, enfin deux enfants, un ado qui sont retrouvés dans cette maison. Et donc on va suivre euh, Sevran et Biolay. Donc la capitaine c'est Virginie Sevran et son binôme Pierre Biolay que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce duo d'enquêteurs. Et puis voilà, ils vont mener l'enquête, d'autant que eux aussi, ils ont leur vie de famille, hein. Virginie, elle est maman, elle a 8 9 ans. Et Pierre Biolay va devenir papa, sa femme est enceinte. Donc voilà, l'histoire de l'enfant est très très présent dans ce roman. Alors, j'ai vraiment adoré le fond de l'histoire. C'était hyper intéressant. J'ai trouvé la mise en place une espèce d'humilité hyper agréable. C'est pas du tout m'as-tu vu, agressif. Il n'y a pas, comme dans certains thrillers où on s'oblige à créer un passé hyper dysfonctionnel aux enquêteurs. Là, pas du tout. Ils ont une vie ultra simple, leur vie de famille avec leurs enfants, leur mari. Puis voilà, ils vont bosser, mener leur enquête. J'ai adoré ça. Vraiment une simplicité dans l'histoire, les personnages. J'ai adoré ça. Ça va vite, ça va peut-être un peu trop vite, voilà, au bout de 3 pages, ça y est, on a découvert tous les corps, on mène l'enquête, c'est parti, on y va. Mais j'ai adoré les thématiques. On va partir dans cette thématique, je crois que je n'ai jamais retrouvé dans d'autres thrillers. Si, chez une autre autrice, et d'ailleurs, Cécile Cabanat m'a fait beaucoup penser à cette autrice. On va partir dans la thématique des enfants placés, voilà, des enfants de la DAS qui vont être placés dans des familles d'accueil. Et on va être question d'enfants qui vont être placés dans des familles d'accueil pas si accueillantes que ça, on va dire. Hein, et on va partir donc un peu dans la thématique de la victimologie, comment ces enfants qui vont vivre l'enfer dans certaines familles d'accueil, comment d'autres vont partir là, d'autres là-bas. Et si je vous dis victimologie, à quelle autre autrice américaine vous pensez? Si vous me suivez, peut-être que vous pensez à Lisa Garner. Et je ne sais pas pourquoi, Cécile Cabanach m'a beaucoup fait penser à Lisa Garner dans ce truc de oui, il y a les criminels, les tueurs, etc. Mais intéressons-nous un petit peu aux victimes, d'autant que là, ce sont des enfants, euh, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont pu vivre, comment certains s'en sortent, d'autres non, quel chemin ils vont prendre après. J'ai adoré ça, vraiment. Vous savez, je suis très intéressée, moi, par cette thématique de la victimologie. Ouais, il y a vraiment un truc à la Lisa Garner qui m'a plu, mais grave. Pareil, ouais, une simplicité chez les enquêteurs qui sont pas forcément mis plus en avant que l'enquête, même si j'ai adoré aussi le lien affectif qu'il y a entre Sevran et Biolay. Il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, ils ont chacun leur couple, leurs enfants. Ce sont juste des amis enquêteurs qui se soutiennent, qui veulent tout faire pour savoir qui a tué et emmuré ces trois gamins. J'ai adoré ça. Après, le petit quoi qui fait que je suis pas là en vous disant que c'est une grosse claque, quoique j'en garde quand même un souvenir assez fort. Hein. J'ai juste trouvé l'écriture parfois un peu euh, uniforme, un peu. Je trouve qu'elle a pas beaucoup trop assez mis sa patte, Cécile Cabanach. Voilà. Je trouve qu'on est resté un peu trop dans une uniformité qu'il y a en ce moment dans le thriller français. Voilà, ça m'a rappelé beaucoup d'autres styles d'écriture. Ah, il m'a vraiment manqué l'empreinte de l'autrice. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est resté bien, c'est vraiment resté... parfois, c'est bien aussi de rester dans quelque chose un peu classique. Je vous dis, j'ai apprécié cette simplicité qui n'est pas forcément des jeux de m'as-tu vu, machin. Mais j'aurais voulu quand même
que l'autrice développe son style, son propre style, qui me fait que la prochaine fois que je la lirai, je dis ah putain, ça c'est Cécile Cabannac. Je sais pas comment vous dire. Moi, ça me le fait avec Lisa Garner. Quand je lis un Lisa Garner, je fais ça c'est Lisa. Je sais pas, il y a- je sais pas, il m'a vraiment manqué ça, un truc de personnel à elle. C'est resté trop classique, trop généraliste comme écriture. Voilà, il m'a vraiment manqué des trucs euh, à elle. Voilà, vraiment à elle. Alors, c'était mon premier d'elle, je pense, honnêtement, c'est même certain, je relirai. Cécile Cabannac. C'était quand même ultra qualitatif, ultra intéressant. Je répète, une thématique. C'est marrant, je crois que je l'avais vu que chez Lisa Garner. Je me souviens plus le nom de ces deux enfants qui vivaient dans une caravane et qui sont placés en famille d'accueil. Voilà, c'est chez Lisa Garner que j'ai vu ça. Enfants, victimologie. Ça m'a beaucoup rappelé ça. Franchement, l'histoire, elle est quand même géniale. La fin, un peu pareil, je sais pas, ça a manqué un peu de piment quand même dans ce truc. Ça m'a manqué de ce truc. Je vais pas dire ça pour un roman, dans ce roman, pardon. Ça a manqué de piment, de surprise, de, je sais pas, de scènes qui, bam, qui m'auraient retourné, qui m'auraient dit, putain, là, on peut être sur un coup de cœur, voilà. Mais honnêtement, j'ai quand même passé un très bon moment. La thématique était ultra intéressante. Moi, je pourrais vous le recommander si vous chipotez moins que moi par rapport à la forme, au style. Même si je sais, voilà, on va encore me dire, mais Sève, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un thriller comme ça? Le style, non, d'accord. Mais moi, du coup, c'est un truc personnel. S'il y a une trop grosse coupure entre le fond et la forme, je ne peux pas arriver en vous disant c'est un gros coup de cœur. Moi, il me faut un peu des deux. Voilà, il me faut un peu des deux. Niveau fond, il n'y a pas de souci. J'ai surkiffé l'histoire. En plus, il y a rapidement ce truc page turner qui se met en place avec des fins un peu cliffhanger qui fait des fins de chapitre très cliffhanger qui fait qu'on a envie de tourner les pages, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais voulu ce tout petit, pas, j'en demandais pas des caisses, hein, un tout petit supplément d'âme de l'autrice qui vraiment mette sa patte je sais pas comment, je sais pas, mais moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce léger truc pour arriver en vous disant waouh, putain, c'est une claque, il y avait tout dedans, le fond, la forme, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous cherchez vraiment du coup, voilà, ça reste quand même s'il y a des scènes un peu glauques, ça va rester quand même un thriller grand public qui pourra, je pense, plaire à un grand nombre, un certain nombre d'entre vous. Donc n'hésitez pas, si cette thématique vous plaît, allez-y, parce que ça fait vraiment, vraiment bien le job. On n'est pas loin du coup de cœur. Honnêtement, on n'est pas très loin, mais je peux pas. J'ai pas eu le truc qui fait. Parce que à cause de ça, voilà le problème. À cause de ce manque de densité, de profondeur dans l'écriture, moi je sais que dans une semaine, 10 jours, je vais commencer à l'oublier, moi, ce thriller. Vous voyez le problème où il est? Mais je me suis quand même régalée à sa lecture. N'hésitez pas. Honnêtement, je répète, je pense qu'il pourrait plaire à un grand nombre d'entre vous. Voilà, la petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanel. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est chez Fleuve Noir. Et puis enfin, là par contre, je peux vous dire que j'ai eu un petit coup de cœur parce que là, voilà, j'ai eu les deux. J'ai eu le fond et la forme. Je ne pensais pas. Honnêtement, je ne pensais pas parce que je suis partie dans du polar historique et j'ai donc lu le tome 1 de la trilogie hambourgeoise de Kay Radmacher. C'est aux éditions Plomb. Donc moi là, j'ai les 3 premières enquêtes. J'ai évidemment lu que la première qui s'appelle L'assassin des ruines. Voilà, donc le tome 1 de ce polar historique, j'ai adoré. Il y a dans ce roman absolument tout ce que j'attends d'un polar historique. Comment dire, la tranche historique dans laquelle on se situe est parfaitement représentée. Donc on est dans cette Allemagne immédiate d'après-guerre. Les nazis ont fui. L'Angleterre va rester très présente. L'Angleterre, voilà, qui montre vraiment du doigt les Allemands en leur disant voilà, c'est votre faute, si Hitler est monté au pouvoir, vous l'avez élu, tout est votre faute, nous on va redresser le pays. Donc voilà, l'Angleterre est restée assez longtemps là-bas.
Et l'auteur a décidé de nous montrer, ouais, mais les civils, comment ils ont vécu les civils dans cette Allemagne qui a été complètement bombardée, euh, un hiver où il a fait jusqu'à -30, il n'y avait pas d'électricité, pas de chauffage, le rationnement, les maladies, tout ça, comment ça se passait? Et si au milieu de ça, tu rajoutes un serial killer qui est en train de tuer des jeunes femmes que l'on retrouve complètement nues, étranglées, ça te donne la trilogie en bourgeoise. J'ai surkiffé. J'ai adoré. On va donc être avec Frank Stave, qui est un inspecteur allemand. Il a perdu sa femme pendant les bombardements. Malheureusement, dans leur immeuble, c'est le seul appartement qui a été bombardé, c'est le sien. Lui, il était en train de bosser. Sa femme était à la maison. Sa femme est morte. C'est d'ailleurs lui qui va la retrouver dans les décombres. Et en plus, non seulement il a perdu sa femme pendant la guerre, mais en plus son fils, qui avait certaines convictions, s'est barré parce qu'il voulait rentrer dans les jeunesses hitlériennes. Et depuis la débâcle, il ne l'a jamais revu. Il y a des oui-dire qui diraient qu'il serait peut-être dans un camp russe. Voilà, il n'en sait pas plus, donc un inspecteur un peu malheureux qui doit aussi lui survivre avec le froid, la faim, et on lui colle donc cette histoire. On vient de découvrir donc le cadavre d'une jeune femme complètement nue qui a été étranglée. Et pour l'aider, on va lui coller justement, la police anglaise, qui est un petit peu là, va lui coller un inspecteur écossais pour l'aider dans cette enquête. C'est un militaire. Et voilà donc notre duo associé à un autre flic allemand d'ailleurs qui va partir et un autre cadavre va arriver. J'ai adoré là pour le coup, le fond, la forme, l'écriture, le côté très accessible. Si vous hésitez encore à vous lancer dans du polar historique, peut-être qui se situe en plus dans cette partie historique là, franchement, n'hésitez pas. Alors, c'est pour moi un cran en dessous parce que forcément, tu compares à la trilogie berlinoise de Philippe Kerr. On est un cran en dessous parce que Philippe Kerr proposait quand même une écriture beaucoup plus dense, profonde, riche. Voilà, il y a vraiment chez Philippe Kerr un style et un vocabulaire riche voilà, inoubliable. C'est un léger cran en dessous, mais du coup, ça en fait quelque chose de beaucoup plus accessible pour s'initier peut-être au polar historique. Si ça vous tente, cet assemblage de OK, on est dans une enquête policière, mais on me situe le tout dans un moment historique ultra important, là, c'est super bien fait. Ça se matche grave et j'ai surkiffé la fin. La résolution, c'est assez incroyable ce qu'a fait l'auteur, puisque dans cette résolution, en fait, il va associer deux moments historiques que tu te dis, mais ouais, c'est vrai, ça a pu... Mais oui, c'est vrai, ces deux trucs... Alors, je sais, je suis très ambiguë, mais c'est la fin, donc je peux pas vous dire plus. Mais deux pans historiques qui peuvent se regrouper. On me dit, mais ouais, c'est vrai, c'est trop bien fait. J'ai été surprise, j'ai adoré. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver assez rapidement Franck. Donc je pense que je relirai rapidement ce tome 2 qui s'appelle L'orphelin des docks. Je crois qu'on va retrouver un... C'est une histoire de gamin encore dans ces ruines-là de l'Allemagne. Vraiment, c'était hyper intéressant. En plus, c'est pas forcément un pan de l'histoire qu'on voit beaucoup, nous, dans notre cursus scolaire. Évidemment, on voit la Première Guerre, Deuxième Guerre, Troisième Reich, mais on nous explique pas forcément, ouais, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois que tout le monde est parti, ces pauvres Allemands, dans cette Allemagne complètement en ruine, détruite, il n'y a plus rien, il y a plus de route, il n'y a plus aucune infrastructure. C'est la catastrophe, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus à bouffer, il fait froid, on se gèle. Donc voilà, c'était très intéressant de rentrer dans la vie quotidienne de ces Allemands, mais c'était pas chiant parce que c'est associé à une enquête ultra trépignante, le tout avec un personnage ultra attachant. Que vous dire tout que franchement, il y a tout ce que j'attends d'un polar historique. Donc, c'est pour moi un petit coup de cœur. Honnêtement, n'hésitez pas, si ça vous dit, de le tenter. J'ai vraiment surkiffé et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc, niveau lecture actuelle, là par contre, ça se passe pas sous les mêmes auspices. Je suis en train de lire donc Austral de Paul McAuley avec donc les copines Céline et Armance. Et comment vous dire, donc j'arrive à la moitié.
C'est un peu la croix et la bannière, ce roman. Je vais pas vous en parler plus parce que ce sera le premier dont je vous parlerai dans un prochain bilan. Je suis pour l'instant très 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 mitigée sur ce posta qui en fait n'est pas un posta. Voilà, c'est pour ça qu'on est très mitigé. On nous vend comme un posta, que ce soit la couve, tout est gelé, ok, la quatrième de couve. Et en fait, pas du tout. Le monde posta est vraiment très 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 secondaire. On accentue beaucoup les choses sur l'histoire donc de cette femme qui s'appelle Austral. Voilà, c'est ultra ennuyeux. C'est grave, mais je ne m'attache à aucun des personnages. Donc je me fous complètement de savoir ce qui leur arrive. Et voilà, détachement complet avec les personnages, l'histoire, tout. Et le style est pas forcément giant non plus. Donc voilà, c'est franchement assez laborieux pour l'instant comme lecture. J'ai très très hâte de le terminer pour ensuite aller donc au début des Rois Maudits. Je verrai après si je continue ou pas. Mais surtout, j'ai très hâte. Il faut que je lise enfin pour la LC du groupe. N'oubliez pas d'aller, il est là. Sur le groupe Facebook, il est bien ce livre. On doit lire un roman suédois. Et moi, je vais donc lire Dark Secret de Michael Forge et Hans Rosenfeld. Donc c'est le tome 1 d'une saga suédoise que j'ai très très hâte de commencer. Donc voilà pour moi pour ce bilan lecture. Globalement, allez, il y en a trois. Enfin non, les deux premières, ça a été un peu compliqué. Deux sympathiques et deux plutôt. Oui, j'en ai donné combien? Deux. Ouais, deux sympathiques et deux assez bien. Donc voilà, on commence l'année tranquillou, mais bon, voilà, on va se dire que ça va monter crescendo nos lectures. Bah du coup, moi, j'en ai déjà fini ici. J'espère que ce bilan vous aura plu, que vous l'aurez trouvé assez pertinent, hein. Nous, je pense que quand on fait un bilan lecture, c'est ce qu'on souhaite faire, hein, quelque chose d'assez pertinent, tout simplement pour vous guider. Bah tiens, j'y vais, oh non, là je sens que je vais pas y aller. Donc voilà, j'espère avoir fait le job avec ça. Donc n'hésitez pas ce soir, si vous voulez lire avec nous Les Rois Maudits, ça se passe sur Twitch, je vous remets le lien en barre d'infos. On va se retrouver quand? Je pense qu'on va se retrouver d'ici une semaine ou avant pour faire donc les sorties thriller de février. Vous savez que j'aime bien le faire vers le 25. Donc on se trouve, ça se trouve, je ferai une autre vidéo avant. Vous êtes très 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 nombreux à me demander Sève, quand est-ce que tu refais des tops? Ouais, je vais les refaire. Je pense que je les ferai peut-être sur Twitch et je mettrai le replay sur YouTube. Je me dis que ça pourrait être sympathique de faire ces tops en live. Voilà, pour en discuter un petit peu avec vous. Bon, bref, on verra. Pour l'instant, je vais garder ce rythme qui me sied bien de vous proposer ici sur YouTube une vidéo par semaine. On va garder ce rythme-là, pas de pression. Parce que voilà, moi j'officie maintenant beaucoup sur Twitch. J'y fais beaucoup de live là-bas, vous le savez. Je peux peut-être vous remettre si vous voulez en, en image ici le planning des. C'est vrai, je pense pas souvent à vous le mettre. Le planning donc des live Twitch si vous voulez nous rejoindre là-bas. Ça y est, cette fois-ci, on a vraiment un planning qui est vraiment terminé. On le garde comme ça, on rechange plus. Voilà. Hop, donc le planning des lives, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Et il y a un autre événement dont je voulais vous parler. Ça va se passer dimanche prochain. Le week-end prochain, je ne sais pas si vous le savez, ça va être un événement national. Ça s'appelle les Nuits de la lecture. Et donc voilà, c'est une incitation à faire des nuits comme ça. Donc vendredi, samedi, dimanche, autour de la lecture. Mais comme mes abonnés ont un certain âge, nous, on a décidé de se faire une journée de la lecture. Et donc, on a décidé le dimanche 23 janvier de 10h à 22h. Oui, vous ne rêvez pas. Je vais faire un live de 12 heures, donc d'un grand marathon de lecture euh, où il y aura, je pense, sur 12 heures. Bon, on va aussi faire des petits blabla, etc. Mais il y aura entre 9 heures et 10 heures de lecture. Le but ultime étant que chacun arrive en ce dimanche à lire un livre entier. Voilà, vous choisissez un nombre de pages qui vous semble réalisable, 200, 300, 400 pages, à lire sur toutes ces 12 heures. Alors pareil, vous n'êtes pas obligé de venir pendant les 12 heures du live. Moi, je serai là sur le live. C'est sur Twitch, attention, hein.
Je vous remets le lien, il est là, ce sera sur Twitch. Moi, en tout cas, j'y serai de 10h à 22h à lire avec les copains. Vous passez quand vous voulez. Le but étant de lire un livre, mais moi, comme pour moi, c'est trop facile, je vais encore plus me challenger et je vais essayer ce dimanche-là de lire un poche. Alors, ce sera pas un gros, peut-être celui-ci, voilà, qui est quand même assez petit. Il fait 250 pages. J'aimerais me lire un poche et un grand format. Voilà. Soit je lis un petit poche et un gros format, soit je lis un gros poche, qui pourrait être par exemple celui-ci, et un petit grand format. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, moi si je veux faire un vrai challenge, je pense que je partirai sur quelque chose plutôt comme ça. Voilà, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Ce sera avec plaisir. Ça se passe le 23 janvier sur Twitch. Et puis là, donc vous avez tout le planning de la semaine. Si vous voulez venir lire avec nous, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine. Et surtout, évidemment, je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye bye.